Bon, alors donc je rappelle où j'étais arrivée l'autre fois. On considérait encore une fois une variété projective lisse sur C. Et on regarde les groupes de Chow CHP de X, donc un groupe des cycles de codimension P modulo équivalence rationnelle. Et on avait construit, enfin ça existait, ça avait été construit bien avant, l'application cycle, classe de cycle, à valeur dans la cohomologie de Betty. Donc en fait, on sait que l'image c'est contenu dans les classes de Hodge, donc c'est beaucoup plus petit en général. Et puis, de façon beaucoup plus subtile, on a l'invariant secondaire. Donc si j'appelle CHP de X ohm le noyau de l'application classe, donc c'est les cycles homologues à zéro, on a l'application de, que je note comme ça, phi xp, donc application d'Abel Jacobi de Griffiths, donc, qui est à valeur dans J 2p-1 de x, donc, qui a été construite par un procédé d'intégration. Ça, c'est un tor complexe construit. Donc, dans la construction, on nécessite de connaître, bien sûr, le groupe H de P-1 de X, Z, plus sa structure de Hodge, donc de pro de P-1. Comme je l'avais dit, on n'a pas besoin de connaître toute la structure de Hodge, on a besoin juste de connaître le FP H de P-1. Alors, bon, donc ce J de P-1 de X, c'est, moyennant cette information donnée par la théorie de Hodge, c'est essentiellement, ça nous relie les cycles algébriques de codimension P avec la cohomologie de degré de P-1. Alors, bon, il y a peut-être une chose que je devrais ajouter ici, c'est la fonctorialité de ces constructions. Bon, c'est toujours très important surtout lorsqu'on sait pas dire des choses vraiment un caractère décisif. C'est toujours important de voir comment les choses marchent du point de vue de la fonctorialité. Et d'ailleurs, je pense que toute la théorie des motifs est vraiment une idée d'aborder la théorie des cycles d'un point de vue de fonctorialité. Alors la fonctorialité, elle est très bonne pour ces deux constructions. Si je me donne gamma, mettons donc une correspondance, alors je vais dire que n sera la dimension de x. Et bien donc on a, comme je l'avais expliqué, une action de gamma donc, sur les groupes de Chow. Donc ça envoie CHP de x sur CHP plus k moins n de y. Donc ici on a l'application classe de P de x z. Et ici on a l'application de gamma étoile donc, qui est donnée par l'action de la classe de cohomologie de gamma. Donc, et ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé depuis longtemps. Donc, on a ce gamma étoile qui est bien plus qu'un simple morphisme de groupe. C'est en fait, alors là que je détermine h de p plus de k moins 2n de y z. Donc, voilà, la fonctorialité pour l'application cycle, elle réside dans la commutativité de ce diagramme. Ce gamma étoile, comme je l'avais dit depuis le début, c'est bien plus qu'un morphisme de groupe, c'est un morphisme de structure de Hodge. Alors, ce type de fonctorialité, c'est ce que contient le gamma étoile, c'est la composition de trois types d'opérations, comme je l'ai dit, tiré en arrière, poussé en avant et produit d'intersection. Donc, il faut vérifier la commutativité pour ces trois types d'opérations, et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur dans l'affaire. Même chose, alors donc du coup, le gamma étoile va induire un morphisme CHP de x ohm vers CHP plus k moins n de y ohm.
Et la deuxième fonctorialité qu'on a, c'est la fonctorialité pour l'application d'Abel-Jacobi qui est ici. Donc, ici, je vais avoir j de p moins 1 de x. Ici, je vais avoir j de p plus 2k moins 2n moins 1 de y. Donc, ce sont les applications d'Abel-Jacobi pour x et pour y. Et ici, je vais avoir quelque chose que je note encore gamma étoile. Alors, ce gamma étoile, il est induit par le morphisme de structure de Hodge qui envoie h de p-1 de xz vers h de p plus de k moins 2n moins 1 de yz. Donc ça c'est... Celui-ci, on en a déjà parlé, et on avait vu que quand on a un morphisme de structure de Hodge comme ça, on a un morphisme au niveau des... alors là, j'ai juste besoin de savoir que c'est un morphisme de structure de Hodge, donc ça renvoie le fp h de p-1 vers f n, donc p plus k moins n, h de p plus 2k moins 2n moins 1. Et donc, lorsqu'on a un morphisme comme ça, ça va induire un morphisme au niveau des tors complexes associés de façon très simple. Ça, c'est presque... Bon, il y a une petite subtilité ici qui est due au fait que j'ai parlé de ce genre de choses lorsque j'ai parlé de structure de Hodge de poids 1. Donc, structure de Hodge de poids 1, on a le F1 contenu dans le H1C. Et on a, j'avais dit, il y a une équivalence de catégorie entre structure de Hodge de poids 1 et tors complexes. Là, il y a une petite subtilité qui est due au fait qu'on a affaire à des structures de Hodge de poids impair, mettons 2p-1. Mais dans la construction de la jacobienne intermédiaire, on fait comme si c'était des structures de Hodge de poids 1, au sens où on ne regarde pas du tout toute la filtration de Hodge, mais on regarde juste la partie FP de la filtration de Hodge qui coupe exactement notre structure de Hodge en deux morceaux. Donc, on a cette formule-là. Et ça, c'est exactement la condition qui permet de construire notre tore complexe comme un quotient j de p-1 égale h de p-1 sur fp h de p-1 plus h de p-1 de x. Donc vous voyez, là, cette construction, elle ne voit pas la filtration de Hodge plus raffinée qu'on a dessus sur cet espace. Voilà, donc voilà pour les fonctorialités. Alors je reviens ici. Il est clair qu'on a envie que ça continue. Donc on a envie de prendre le noyau. Hein, donc les cycles Abel-Jacobi équivalent à 0. Excusez-moi, là c'est vraiment carrément un anglicisme. Enfin, bon. Eh bien, on a envie très clairement de relier ce groupe à quelque chose qui dépend de la cohomologie. 2 degrés, alors bien d'abord 2p-2, puis ensuite peut-être 2p-3, etc. Et là, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas actuellement de formule du type de formule explicite, par exemple donnée par un procédé d'intégration, comme j'ai décrit pour ces deux cas-là. Il y a eu des tentatives, en particulier une tentative très intéressante par Mark Green, mais ce qu'avait fait Mark Green, c'est qu'il avait essayé de construire donc une application définie sur au moins le groupe des zéro cycles d'une surface. Donc les zéro cycles annulés par l'application d'Abel-Jacobi et à valeur dans un groupe absolument énorme
Et il avait défini ça. Bon, je ne vais peut-être pas me lancer là-dedans parce que, en fait, son application qui était très tentante par certains côtés n'a pas donné ce qu'on voulait parce que j'ai montré qu'elle n'était pas injective, donc ça ne répondait pas vraiment à ce qu'on espérait dans ce cas-là. Donc, je considère que ça reste vraiment ouvert, la question de construire une sorte de une relation directe, explicite, entre cycles algébriques et cohomologie, au-delà de ces deux cas connus. Et pourtant, on sait depuis très longtemps que la relation existe, même si elle n'est pas connue sous une forme explicite comme ça. Donc, comment on sait que les cycles sont en relation avec la cohomologie, les cycles de codimension P sont en relation avec la cohomologie de degré, donc pas seulement 2P et 2P-1, mais aussi la cohomologie de plus bas degré. Ça vient du théorème de Mumford. Donc, qui date de 1968, je crois. Et qui dit la chose suivante. Soit X une variété, donc projective lisse, sur C. Supposons que... Ah oui, alors là, pendant un bon moment, on va parler surtout des zéro cycles. Alors, le zéro cycle, c'est-à-dire CH0 de X, c'est CHN de X. C'est particulièrement agréable comme exemple parce que les générateurs sont évidents, ce sont les points, donc ça paraît très simple à regarder. On comprend peut-être mieux dans ce cas-là ce que c'est aussi les générateurs pour l'équivalence rationnelle. Et donc non seulement ça paraît plus facile à regarder, mais en plus c'est un cas extrêmement instructif sur lequel ce problème-là va être parfaitement illustré. Alors dans le cas des zéro cycles, donc, ce qu'on appelle l'application d'Abel-Jacobi de Griffiths, en fait c'est l'application d'Albanese. L'application d'Albanese, elle est aussi, comme je vous l'ai dit, les zéro cycles dans ce cas-là, ce sont les combinaisons de points, donc on peut la définir sur les points, et à ce moment-là, ça donne une vraie application de la variété elle-même vers sa variété d'Albanese. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue des zéro cycles, donc CH0 de X. Alors là, je vais mettre ohm ou bien de degré zéro. Donc, si X est connexe, l'application classe, c'est juste le degré. Donc je mets 0 pour dire ohm si X n'est pas connexe, mais degré 0 si X est connexe. Et ça, c'est la valeur dans la jacobienne intermédiaire J de Z-1, qui est ce qu'on appelle aussi la variété d'Albanese. Et exactement comme là, ce n'est pas une nouvelle définition, c'est juste un rappel. Hein, j'avais expliqué qu'il y avait deux versions, deux définitions de la jacobienne intermédiaire selon qu'on adoptait ce point de vue-là ou le point de vue dual au sens de point carré en prenant ici le dual de l'espace H2n-2p plus 1. Donc c'est pour ça que là, dans cette partie-là, je vais utiliser la terminologie d'application d'Albanese. Et ce que nous dit le théorème de Mumford, c'est que si l'application d'Albanese de X, de CH0 de X ohm ou 0 vers al de X est injective, alors les espaces de forme holomorphe de degré au moins 2 sur X sont nuls pour L supérieur ou égal à 2.
Voilà, donc cet énoncé, il nous dit vraiment dans ce cas de CHN que le noyau de l'application d'Abel-Jacobi ici, il est... donc là, je prends le cas, par exemple, n égale 2, donc c'était le cas initialement considéré par Mumford. Ce que nous dit Mumford, c'est que le noyau de l'application d'Albanese, pour les zéro cycles sur une surface, il est relié à H20 de X. Relié comment, on ne le sait pas, mais en tout cas, il y a certainement une relation. Et pourquoi H20 de X est particulièrement intéressant? C'est que si vous regardez la structure de Hodge sur le H2, eh bien, dire que le H20 de X est nul, c'est dire que la structure de Hodge est triviale au sens où elle est entièrement de type 1,1. Donc voilà, tout marche très bien, tout est très agréable. Ça veut dire que ce sont des classes de courbes. Donc ce que nous dit Mumford, c'est que la trivialité de ce noyau, eh bien, ça entraîne aussi la trivialité de la structure de Hodge sur le H2. Donc, alors ce que je vais faire là, c'est non pas vous reconstituer la preuve du théorème de Mumford, qui est très jolie, parce qu'en plus elle donne des informations assez intéressantes sur la structure de ce groupe, de ce noyau. Ce que nous dit Mumford aussi, c'est que lorsque ce noyau est non trivial, en fait, il est énorme, et donc il n'est pas... c'est une indication qu'il ne faut peut-être pas trop essayer d'étudier ces groupes de Chow pour eux-mêmes, parce qu'apparemment, à part ces deux cas où on a des objets très simples, eh bien les groupes de Chow, enfin la partie plus profonde des groupes de Chow est quelque chose d'un peu monstrueux. Disons. Alors, donc, je vais vous présenter cet énoncé sous une forme qui est plus généralisable, et ça va prendre à ce moment-là la forme du théorème de Mumford-Rotman. Donc, il y a une remarque pour ça. Bon, je regarde la variété d'Albanese. Donc, c'est une variété abélienne qui est définie de cette manière. Et si j'applique le théorème de Lefschetz sur les sections hyperplanes, j'obtiens le résultat suivant. Donc, soit C, une courbe, donc, lisse, intersection complète, d'hypersurface ample. Alors, ce que me dit Lefschetz, quand je dis Lefschetz, on a vu plein de théorèmes de Lefschetz. Là, c'est Lefschetz sur les sections hyperplanes. Donc, il dit que quand vous avez une section hyperplane ample, l'application de restriction en cohomologie entière, ou l'application de poussée en homologie entière, est un isomorphisme en degré plus petit que la dimension de l'hypersurface. Et en degré exactement égal, l'application de restriction est injective, l'application de poussée est surjective. Donc, ça nous dit dans ce cas-là que l'application de Alb C, alors là je mets exactement la fonctorialité qui a été écrite ici, vers Alb X, est surjective. Et donc, la conclusion, c'est que si l'application d'Albanese de X est injective,
eh bien l'application J étoile de CH0 de C vers CH0 de X est surjective. Alors là, on va dire pour l'implication, il faut savoir aussi que cette application-là, donc ici je mets comme ça. Il faut savoir aussi, bien sûr, que, enfin c'est juste une question de logique, que l'application d'Albanese des zéro cycles de C vers la variété d'Albanese de C est surjective. Voilà. Donc voilà, on va ça. Et donc ici, bon, je peux aussi bien mettre tout le groupe de Chow. Et donc cette simple remarque permet de revoir l'énoncé de Mumford sous un autre angle. Et à ce moment-là, la généralisation, c'est la suivante. Alors, enfin, c'est pas d'où généralisation. Ce que je veux dire, c'est que reformulé grâce à cette remarque, on a maintenant la généralisation suivante, qui est le théorème que j'appelle Mumford-Rotman. Donc, encore une fois, X est projective lisse sur C. Et je suppose qu'il existe donc un sous-ensemble algébrique fermé, W contenu dans X. On va le mettre comme ça. Donc, de dimension K, tel que eh bien, les zéro cycles de X sont supportés sur W modulo équivalence rationnelle. C'est-à-dire J étoile de CH0 de W vers CH0 de X est surjectif. Alors X n'a pas de forme holomorphe non nulle en degré supérieur à K. Alors, donc pourquoi cette généralisation du théorème de Mumford? C'est parce que, comme je l'ai reformulé grâce à cette remarque, le théorème de Mumford, c'est le cas où K est égal à 1. Alors, donc ce que je vais faire, ce n'est pas vous donner la démonstration du théorème de Mumford et Rotman telle qu'elle a été écrite initialement. C'est une belle démonstration qui est parfaitement intéressante à suivre, mais en fait, de façon plus intéressante pour l'évolution du sujet, Bloch et Srinivas, vers je crois, 1984, ont donné une approche à ce type d'énoncé qui est assez radical et surtout qui, à mon avis, c'est moins intéressant comme nouvelle démonstration, parce que vous savez, les démonstrations nouvelles, parfois, c'est très proche des démonstrations anciennes. On peut voir ça comme une réécriture de la démonstration de Mumford et Rotman. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'idée que ça fait émerger, à savoir la décomposition de la diagonale dans le cadre de Chow. Alors, faire attention, vous allez voir de quelle décomposition de la diagonale il s'agit. Mais encore une fois, l'idée, c'est que, en particulier dans cette démonstration de Bloch et Srinivas, c'est vraiment la grosse différence d'esprit avec celle de Mumford, c'est que
au bout du compte, on se rend compte que les groupes de Chou sont probablement des objets assez moches, assez exotiques, peut-être pas si intéressants que ça à étudier pour eux-mêmes, à part les premiers qui apparaissaient, où on voyait apparaître grosso modo un groupe abélien de type fini et une variété abélienne, mais après, il semble que ces groupes de Chou soient vraiment tout ce qu'il y a de plus moche. Et ce que font Bloch et Srinivas, c'est vraiment, c'est justement, c'est très motivique, mais on ne voit plus vraiment les groupes de Chou dans leur formulation. Alors, donc j'explique de quoi il s'agit. Donc, là, c'est... Donc là, je crois que ça date de 84. Donc ils partent exactement de ces hypothèses-là. Donc ils disent la chose suivante. Sous les mêmes hypothèses, il existe une décomposition alors c'est dans CHN de x croix x et je mets ici Q. Alors n c'est la dimension de x comme toujours et Q ça veut dire tenseur Q, c'est-à-dire l'énoncé est vrai pour les cycles à coefficient rationnel et ça on sait que c'est incontournable. C'est précisément la différence entre rationnel et entier qui a joué un rôle considérable récemment dans l'utilisation de ces idées dans le cadre de la recherche d'un variable irrationnel. Donc une décomposition, alors on prend la diagonale et on l'écrit sous la forme Z1 plus Z2. Alors attention, c'est un peu différent de ce que j'avais expliqué jusqu'ici, c'était des décompositions où le terme Z2 devait être décomposable. Là, ce n'est pas tout à fait ça qui va apparaître. C'est où Z1 est supporté sur D croix X. Alors ici, D est un fermé algébrique propre. On ne dit rien pour l'instant sur sa codimension. Et Z2 est supporté sur X croix W. Donc vous voyez, le cas de la décomposition de la diagonale en codimension 1 dont j'avais parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est le cas où la dimension de W vaut 0. À ce moment-là, ce cycle-là est décomposable. Alors, donc, ce que je vais faire, encore que j'ai déjà fait des démonstrations de ce genre, mais autant être un peu complet. Cette décomposition-là, on ne l'a pas déjà exactement rencontrée. Comme je vous dis, on l'a rencontrée seulement dans le cas où le terme Z2 est décomposable. Donc là, on doit dire un petit quelque chose en plus. Donc, ce que j'explique d'abord, c'est une implication très simple, qui est comment le théorème de Bloch-Srinivas entraîne le théorème de Mumford-Rotman. Bon, alors donc de toute façon on a les mêmes hypothèses, donc on part de là, on a la décomposition de la diagonale dans le Chou, et donc Zx égale Z1 plus Z2 dans CHN de x croix x. Donc ça c'est ce que nous dit Bloch-Srinivas. Et maintenant, donc, bien sûr, on prend les classes de cohomologie. Et maintenant, on se trouve dans la cohomologie de x croix x, le coefficient rationnel. Alors, on va vouloir faire agir ces
ces classes de cohomologie sur la cohomologie de X, comme d'habitude. Comme j'aime mieux, c'est toujours plus prudent de désingulariser et de travailler avec des correspondances qui se factorisent à travers des variétés lisses. Bon, là, ce ne sera pas strictement nécessaire, mais je pense que c'est plus propre de le faire comme ça. Bon. On va appeler comme ça, J tilde D. Ça va être plutôt cette flèche-là que je vais noter comme ça. Et je prends, pareil, une désingularisation de mon W tilde. On va supposer que toutes les composantes de W sont exactement de codimension K. Pour ne pas avoir d'embêtement, on va dire que je trouve que ça ne peut pas jouer un rôle trop important. Donc pareil. Et là, je mets mon JW tilde. De façon que, les cycles se relèvent toujours à coefficient dans Q. Donc, j'ai pu avoir un Z1 tilde qui est maintenant dans CHN de D tilde croix X, qui s'envoie sur mon cycle Z1 qui est supporté sur D croix X, et mon Z2 tilde qui est dans CHN de X croix W tilde, et celui-ci s'envoie sur Z2. Bon, là, c'est par l'application J tilde D identité de X, et là, c'est par l'application identité de X JW. Allez, à ce moment-là, donc on a Z1 égale J tilde D identité de X étoile de la classe de Z1 tilde qui, elle, est dans, c'est dans le H2Z-2 de D tilde de croix X, et le Z2 qui est l'identité de X JW étoile de ce Z2 tilde. Alors maintenant, donc on fait agir ces classes sur la cohomologie de X. Donc, ça va nous dire que alors on va faire agir par l'application étoile en haut. Donc l'action de la classe de la diagonale, c'est l'identité. Donc là, ça va être vrai pour toute classe de cohomologie. Donc delta X étoile alpha, c'est égal à alpha, c'est égal à Z1 étoile alpha plus Z2 étoile alpha. Et alors maintenant, si on remplace Z1 et Z2 par ces formules, on trouve que c'est égal à, alors là, on trouve J tilde D étoile de Z1 tilde étoile alpha. Cette classe-là, alors mettons on va cette classe-là, elle est de degré, donc on a baissé le degré. Et là, on met Z2 tilde étoile et alors maintenant c'est fini parce qu'on veut montrer que maintenant on prend un alpha qui est dans HL0 de X avec L supérieur à K qui est la dimension de W tilde et on veut montrer que un tel alpha est nul. Mais cette formule, on regarde ce qui se passe dans cette formule et on trouve que d'abord le Z1 tilde étoile alpha vaut 0. Pourquoi? Parce que le morphisme Z1 tilde étoile, c'est un morphisme de structure de Hodge de bidegré -1, -1. Donc c'est quelque chose qui va de la cohomologie de X vers la cohomologie de D tilde. Donc ça, c'est de bidegré -1, -1. Donc évidemment, ça va annuler les formes holomorphes. Et d'autre part, JW étoile alpha,
vaut 0 parce que ça, c'est une forme holomorphe de degré L et la dimension de W tilde est strictement inférieure à L. Et donc, la conclusion, c'est que chacun des termes ici est nul. Et je trouve que alpha est nul. Voilà, donc, bon, c'est évidemment très élégant. Il reste à montrer, à expliquer pourquoi ceci est vrai. Alors, plus que d'un théorème, je pense qu'on peut parler de principe. Je vais vous esquisser peut-être 2 démonstrations pour ça. Il y a une chose que je voudrais signaler avant d'expliquer la démonstration, c'est qu'en fait cette démonstration est optimale au sens où ici il y a une équivalence. Donc inversement. Si on a cette décomposition, je vais l'appeler comme ça, si étoile est satisfait, alors CH0 de X est supporté sur W. Donc c'est vraiment une équivalence. Raison, parce que lorsque vous avez une décomposition comme ça, vous pouvez la faire agir sur les cycles maintenant, parce qu'on est dans le chaud. Donc, alors on ne va pas d'ailleurs agir dans la même direction, mais plutôt on va faire le delta X étoile en bas. Donc étoile me dit que quel que soit Z dans CH0 de X. Ah oui, alors là, bon, comme je suis passé au coefficient rationnel, il faudrait mettre des coefficients rationnels, mais en fait, pour le CH0, enfin, il y a des résultats de Rotman qui fait que ça entraîne le même résultat pour le CH0 au coefficient dans Z. Enfin, bon, c'est pas important. Donc là donc on a notre décomposition étoile. Je la fais agir sur les 0 cycles de X. Encore une fois, la diagonale agit par l'identité. Donc je trouve que ça, c'est Z1 étoile Z plus Z2 étoile Z. Mais ça vaut 0. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Z1 est supporté sur D croix X. Donc, vous voyez, vous prenez votre 0 cycle, vous le faites bouger par un lemme de Chow de façon à ce qu'il ne rencontre pas le D. Et du coup, lorsque vous lui appliquez le Z1 étoile, vous trouvez 0. Et ça, c'est supporté sur W. Pourquoi ? Vous regardez la définition de Z2 étoile et vous appliquez le fait que Z2 est supporté sur X croix W. Et donc, on a bien conclu que tout cycle est supporté sur W, tout 0 cycle. Alors maintenant, j'explique comment ça marche, ça. Alors, il y a une chose très importante à savoir pour ce type d'énoncé, c'est qu'il n'est pas du tout crucial d'avoir C, mais il est crucial d'avoir un corps assez gros. Vous allez voir... en fait, il y a des conjectures très sophistiquées, assez audacieuses et peut-être même un peu fantaisistes, qui conjecturent que si on prend des corps enfin des corps de nombres ou même cubars pour avoir un corps algébriquement clos, ce genre d'énoncé est complètement faux.
Donc, alors voilà, donc la preuve du théorème de Srinivas. Alors il y a la preuve initiale, enfin la preuve de Bloch et Srinivas est extrêmement élégante. Il y a un côté un petit peu légèrement autour de passe-passe, mais je pense que c'est quand même très intéressant. On a envie de dire que donc, le delta x c'est un point de x, mais évidemment pas défini sur C, mais défini sur le corps de fonction de x. Alors, ça ne fait pas tout à fait notre affaire parce que le corps de fonction de x est quand même plus gros que C. Alors, l'astuce pour contourner ça, c'est là qu'on utilise le fait que C est un corps vraiment très gros, c'est de dire qu'il existe un corps pas trop gros, donc mettons un corps L qui est de degré de transcendance. Enfin, qui est d'engendrement fini, même sur, oui, fini sur Q, tel que X soit défini sur L. Alors en fait, même on a besoin, pour cette histoire, on a besoin de savoir aussi que W soit aussi défini sur L. Alors à ce moment-là, vous voyez ce qu'on peut faire, c'est, bon, alors, on regarde x moins w. Notre hypothèse, grâce à la suite exacte de localisation, oui, je vous rappelle que je n'aurais pas dû effacer l'hypothèse, mais notre hypothèse c'est ça. Hein. D'accord. Donc, grâce à la formule de la suite exacte de localisation, une autre manière de le dire, c'est que si je prends le CH0 de x moins w, ben, la variété complexe, hein, donc là je vais remettre C, parce que là j'ai envie de la regarder sur L. Hein. Mais maintenant, j'ai ce point, donc je vais peut-être l'appeler eta L. Donc c'est le point, on va dire delta x intersecté avec x croix x moins w. Hein. Et je vois ça comme un point défini sur ce L. Hein. Donc, alors j'ai mon eta L qui est dans CL0 de x moins w L. Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai choisi ce corps L, c'est qu'il n'est pas trop gros et donc il a plein de plongements dans C. Ces plongements dans C, ça correspond essentiellement à prendre des points complexes de ma variété x moins w qui sont génériques au sens où tout le corps de fonction s'injecte par évaluation à ce point, ce qui veut dire que les points que j'ai à regarder ne sont pas définis, ne satisfont pas une équation, un coefficient dans ce corps plus petit que j'ai choisi. Donc, enfin bref, le fait est que là j'ai dû faire cette opération de restreindre d'abord le corps de fonction et ensuite, maintenant j'ai plein de points comme ça. Alors maintenant, il faut être encore un tout petit peu savant. On a ce point eta L qui est notre point diagonal, mais vu sur le corps de fonction de x. Là, on a cette flèche-là, qui est une flèche simplement de changement de corps associée à l'inclusion de L dans C. Et maintenant, ce point-là va sur ce zéro cycle va sur 0. Et il faut savoir que, mais ça, c'est pas si difficile que ça, le noyau ici est de torsion. Alors, vous voyez, c'est la preuve de Bloch et Srinivas, elle est très élégante, mais elle est...
Non, c'est le eta L, c'est un point, je le vois comme un point. La diagonale, je la vois comme un point de x défini sur le corps de fonction. Après, je me restreins à x moins w. Si vous voulez, vous pouvez prendre la diagonale de x moins w. Et donc, une fois qu'on a ça, donc on a dit que n eta L est égal à 0 dans CH0 de x moins w sur L. Et après, il faut comprendre que il faut repenser à ce L comme un corps de fonction. Et donc, on va dire que ce CH0 de x moins wl, c'est la même chose que la limite pour tous les ouverts de Zariski de x. Comment ? Ah ben c'est des corps de fonction là, bien sûr, parce que ça doit, le L, ça va être le corps de fonction de x sur, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise, c'est le L de x que je dois. Je crois que c'est toi qui as raison. Eta L, c'est un point. C'est défini sur L de x, pardon. Tu as raison. Donc, par exemple, si mon x est défini sur Q, je veux prendre pour L Q, par exemple, et à ce moment-là, je dis la diagonale, c'est défini, c'est un point de x défini sur Q de x. Voilà, donc, alors maintenant, ce qu'on dit, c'est que ici, alors voilà, donc. Oui, non, mais là, je dis des tas de bêtises. Ce qui m'intéresse, justement, c'est pas que le L soit contenu dans C, ça c'était facile, parce que j'aurais pu prendre L égale C, mais je veux pouvoir faire contenir le corps de fonction dans C. Donc, voilà, donc je me suis embrouillé. Donc là, on est là. J'aurais dû depuis le début prendre pour L le corps de fonction et dire que x était défini sur un corps plus petit. Enfin, bon. Voilà, donc on a ça. Et maintenant, il faut savoir que. Alors, cela, c'est un peu pénible, il faut regéométriser l'affaire, donc c'est réétalé si vous voulez. Que ce CH0, il faut le comprendre comme la limite, sachant que le L de x, c'est un corps de fonction. C'est la limite des groupes de Chow, des U, des ouverts, enfin des produits U croix x moins W. Alors là, il faut se mettre probablement sur L. Ici, on fait la limite directe pour tous les ouverts de Zariski de x. Alors, normalement, tout ça doit être défini sur L. Du coup, de cette égalité, on déduit finalement que n eta L, là, ce point ici, c'est la même chose que. Vous prenez la diagonale de x que vous restreignez à ces ouverts et vous trouvez qu'il existe un U tel que ce cycle-là, n delta x, restreint à U croix x moins w, ceci vaut 0 dans CHN de U croix x moins w. Et ici, vous pouvez mettre L si vous voulez. Voilà. Et alors là, la formule de localisation. Parce que quand on fait cette restriction, ça veut dire qu'on se place le complémentaire, donc on pose D égale x moins U. Le complémentaire, c'est exactement D croix x union x croix W. Et c'est ça qui nous dit que. Ça nous dit que ce cycle-là, il est rationnellement équivalent à quelque chose
plus la formule de localisation, ça indique ce cycle-là est rationnellement équivalent à quelque chose qui est supporté sur D croix X, sur le complémentaire de ça, c'est-à-dire D croix X union X croix W. Et à ce moment-là, vous obtenez la décomposition de Bloch et Srinivas. Alors, personnellement, je trouve que cette démonstration elle est très élégante, ça va de soi, mais elle est assez savante et pas très intuitive. Si, c'est clair qu'une fois qu'on a réfléchi longuement dessus, on trouve qu'elle est optimale. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est quand même que cet énoncé, il est en fait, il est presque évident intuitivement. Alors je vais maintenant vous donner une deuxième démonstration, totalement, disons, qui manque de rigueur, mais qui vous dit aussi pourquoi les choses sont vraies. Donc, deuxième démonstration. Alors, encore une fois, ça demanderait quand même beaucoup du travail pour être écrit proprement, mais j'aime bien aussi voir les choses comme ça. On a cette hypothèse-là, et ça nous dit que donc, tout zéro cycle est rationnellement équivalent à un zéro cycle supporté sur W. Donc, j'écris les choses comme ça. Quel que soit x élément de x, il existe un zéro cycle zx supporté sur W, tel que x soit rationnellement équivalent à zx, c'est-à-dire qu'il existe une courbe Cx, et il existe une fonction rationnelle phi x tel que le diviseur de cette fonction rationnelle, ça soit x moins zx. C'est la définition de l'équivalence rationnelle. Alors, en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de dire, on pose, alors, C égale union pour x élément de x croix Cx. Ça, c'est contenu dans x croix x. Ça va être de dimension n plus 1. On pose z égale union sur x élément de x croix zx. Bon, là, ce n'est pas forcément des cycles effectifs, donc c'est clair que s'il y a des multiplicités, on va faire une combinaison, etc. Bon. Mais ça, c'est juste une démonstration un peu fictive pour vous montrer comment ça marche. Et on pose grand phi, donc ce sera une fonction sur C, phi égale phi x sur Cx, égal ou proportionnel. Cx vu comme une fibre. Donc, phi sera une fonction rationnelle sur. Alors, supposons qu'on arrive à faire ça. Ça serait vraiment merveilleux parce que à ce moment-là, on a très clairement, à cause de ça, le diviseur de phi, eh bien, ce n'est rien d'autre que. Vous voyez, c'est l'union des diviseurs de phi x, donc ça va être delta x moins z. Et ça, par définition, c'est supporté sur x croix w. Et donc, du coup, j'ai écrit que delta x est rationnellement équivalent. Donc, un z2 qui est supporté sur x croix w. Mais là, vous voyez bien que cette preuve, qui est totalement suspecte, a donné un résultat qui est trop fort, parce que finalement, si j'avais supposé que j'ai le droit d'écrire ça, je trouve cette égalité où il n'y a pas le terme Z1 et où aussi, apparemment, les coefficients entiers ont marché. Or, dans les deux cas, on sait que ça ne marche pas. Et alors, pourquoi ça, c'est faux? Mais c'est pour une raison très simple, c'est que
même avec un gros corps comme C, quand on a ces données-là, ça veut dire que pour chaque point X, je me donne un zéro cycle, je me donne une courbe, etc. Je sais que je peux étaler ces données au-dessus de X, mais je ne peux certainement pas le faire sur X lui-même. Je suis obligé de passer à un revêtement génériquement fini de X, et c'est la raison pour laquelle en fait, je dois modifier légèrement cette construction. Ça, j'ai le droit de le faire à condition d'introduire un morphisme comme ça, mettons, qui est génériquement fini, et certainement pas propre. Génériquement fini, c'est parce qu'il n'y a absolument aucune chance que, par exemple, une courbe Cx comme ça, qui est définie point par point, soit définie globalement sur le corps de fonction. Là, ce sont des choses qui sont multivaluées en général. Alors, pourquoi pas propre ? Vous voyez, du point de vue par exemple, de la courbe Cx, on peut imaginer qu'elle est paramétrée par un schéma de Hilbert, donc a priori, ça pourrait très bien être propre. Mais le problème du défaut de la propreté, c'est quand je veux construire cette fonction phi. Vous voyez cette fonction phi, j'ai mes courbes Cx comme ça, j'ai mes fonctions phi x qui sont plus ou moins déterminées par le fait que leur diviseur est fixé à l'avance. Le problème, c'est que quand j'ai une dégénérescence comme ça, eh bien, il se peut très bien que le diviseur de la fonction phi, à la limite, contienne toute une branche d'une composante. Et donc, je ne peux certainement pas construire cette fonction phi globalement en ayant cette condition satisfaite pour tous les x. Et c'est pour ça que je suis obligé de me restreindre à quelque chose qui n'est pas forcément propre au-dessus de x. Voilà. Et donc, une fois qu'on a compris qu'on avait le droit de faire toutes ces opérations après avoir fait ce changement de base, eh bien c'est très agréable parce maintenant on a un CU, donc dans U croix X, on a un phi U donc, qui est dans C de CU, et donc on a notre ZU, hein, et le diviseur de phi U. Eh bien, ça, alors on va appeler peut-être phi ce morphisme. Eh bien, c'est phi identité de x étoile de la diagonale moins ZU. Donc ça, c'est dans CHN de U croix x. Et donc là, ça devient beaucoup plus raisonnable. On a cette égalité dans CHN de U croix x. Et maintenant, pour en conclure quelque chose sur la diagonale, il faut redescendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut certainement, on peut trouver un V contenu dans X tel que U sur V, quitte à changer notre ouvert U, soit propre. Là, c'est l'inclusion d'un ouvert de Zariski. Donc, si le phi est propre ici, on peut redescendre. Maintenant, c'est propre d'un certain degré n. Et donc, quand je réapplique le phi id étoile, donc je trouve que oui, alors, pardon, donc ça c'est une égalité de cycle, et donc, excusez-moi. Donc je trouve que phi identité de étoile de delta x égale ZU. Voilà. Alors maintenant, donc, j'ai cette égalité, je pousse par phi identité de x étoile, et je trouve que, donc, comme là j'ai poussé après avoir tiré, par un morphisme propre de degré n, je trouve que n delta x est égal à eh bien, le pousser en avant de ce cycle ZU. Je ne sais pas trop à quoi il ressemble, mais le fait est qu'il est supporté sur
sur x croix w. Et ça, c'est vrai dans CHN de V croix x. Et c'est là maintenant la formule de localisation qui nous dit que. Donc là, ça va être notre terme Z2. Et la formule de localisation. Ça nous dit exactement que n delta x moins Z2, eh bien c'est un cycle supporté sur D croix x. Avec D étant défini comme le x moins le complémentaire de V. Voilà, donc je voulais... je vais peut-être, avant de faire la pause, vous expliquer, parce que ça ne va pas être si long que ça, la généralisation. Bon, jusqu'ici, on a regardé juste les zéro cycles, et on a juste regardé la décomposition de la diagonale en codimension 1 que ça nous donne. Et la généralisation est très propre et très naturelle. Et donc, je vais effacer tout ça. Ah oui, alors donc désormais, donc on va faire le cas. Ce qu'on va généraliser, c'est plutôt le cas où W, dimension de W égale 0. Donc je l'avais remarqué. Dans ce cas-là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si H0 de x égale, alors en fait, c'est comme ça, Q. En fait, il suffit de savoir que c'est dénombrable. Ça, c'est le même énoncé réécrit avec dimension de W égale 0. Alors, je trouve que delta x est égal à Z1 plus, ici, j'ai vraiment plus x croix dans CHN de x croix x Q. Donc, c'est ce qu'on a appelé une décomposition de la diagonale. Et donc, ce Z1 est supporté sur un D croix x avec des fermés propres. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé auparavant une décomposition de la diagonale en codimension 1. Je dis codimension 1 parce qu'il y a toute une inconnue portant sur le terme Z1, on sait juste qu'il est comme ça. Et alors, je devrais dire dans le chaud et un coefficient rationnel. Et donc, la généralisation a été obtenue. Alors, à vrai dire, la personne qui l'a vraiment formulé comme ça, c'est Paranjapé. Mais au niveau des conséquences, il y a eu toute une série d'articles dans les années 90-92 par Lewis, Latervere, Schoen. Donc, la présentation vraiment à la Bloch-Srinivas, c'est dû à Paranjapé. Ça dit les choses suivantes. Donc, encore une fois, X est projective lisse sur C. Et on suppose que. Alors, on se donne un entier C. Notre C égale 1 auparavant. On suppose que. Si on prend l'application classe de cycle, donc c'est la valeur dans H2n moins 2i de x coefficient rationnel.
ici je vais mettre sur les groupes de Chow coefficient rationnel, est injective pour I strictement inférieur à C. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait avant pour C égale 1. On avait juste une hypothèse sur le CH0. On savait qu'il était tout petit dans cet énoncé. Alors, on a une décomposition de la diagonale. Comme ça. Donc, je vais dire décomposition de Chow de la diagonale en codimension C et à coefficient rationnel. Qui me dit que delta x égale Z1 plus Z2, donc dans CHN de x croix x, Q, où Z2 est un cycle décomposable. Hein, donc c'est l'analogue du terme x croix point qui est ici. Et Z1 est supporté sur un D croix X, mais maintenant le D est de codimension au moins C. Alors encore une fois, un peu même remarque qu'avant. Donc remarque qu'il y a une réciproque. Donc ces énoncés sont totalement optimaux. Réciproquement, donc si on a étoile, oui, mais je l'écris là, donc étoile C entraîne que CHI de x Q ohm égale 0 pour I inférieur à C, exactement pour la même raison qu'avant, parce que si vous avez votre étoile C, vous prenez un Z dans CHI de x Q ohm, et vous appliquez les termes de droite et de gauche à ce cycle Z. À gauche, c'est la diagonale, donc vous trouvez Z. Là, vous trouvez Z1 étoile Z plus Z2 étoile Z. Ça vaut 0 parce que mon Z, ici je suppose que le I est strictement inférieur à C. Ça vaut 0 parce que le Z1 est supporté sur un D croix X avec codimension de D au moins C. Donc la première projection de Z1 est trop petite et donc ça n'intersecte pas le cycle petit z. Et par contre, ça, pourquoi ça vaut 0 ? Eh bien, le Z2, il est décomposable. Et l'action d'un cycle décomposable, je l'ai dit plusieurs fois, elle est très simple. Z2 étoile Z, c'est sigma sur IJ de alpha IJ. Puis ici, vous mettez un degré de WI, nombre d'intersections, WI avec Z. Et là, vous mettez WG. Et ça ce sont des nombres qui sont calculés cohomologiquement, donc qui valent 0, parce que la classe de Z vaut 0. Et donc, vous trouvez que sous ces hypothèses-là, eh bien, les deux termes ici sont nuls. Alors, oui, bon, je vais faire une pause maintenant et on continuera après.